Nous allons commencer l'analyse des violences en nous penchant sur le tableau de la page 110, document 1, les victimes militaires de la Première Guerre mondiale. Je vous laisse consulter les chiffres, on fera un petit commentaire juste après, commentaire que vous prenez en note. Ici, on n'examine que les pertes militaires. Ces pertes se chiffrent à 10 millions de morts. Il faut ajouter plus de 21 millions de blessés. C'est-à-dire que un homme sur deux, pratiquement, a été victime du conflit, puisque vous voyez qu'il y a presque 74 millions de personnes mobilisées. Les pays les plus touchés sont l'Allemagne, la Russie, l'Autriche-Hongrie et la France. En fait, ces 4 pays totalisent 6,6 millions de morts, soit plus de 69% des pertes. Ça veut dire qu'à 4 pays, on est à plus de 2 tiers des morts. A l'inverse, un pays a été relativement peu touché, que, entre guillemets, 100 000 morts, ce sont les États-Unis, mais bien sûr parce qu'ils sont entrés tardivement dans le conflit. Comment expliquer que le nombre de victimes soit si important? Tout simplement par la durée de la guerre, par son internalisation, par le nombre de mobilisés, et aussi par l'intensité, l'efficacité des armes, que ce soit les mitrailleuses, les canons, le gaz, etc. En moyenne, la France a perdu 900 soldats par jour. C'est considérable. Pour les soldats, les conditions ont été extrêmement difficiles. Il leur a fallu supporter les intempéries, la boue, les rats. Ils pullulent parce qu'ils se nourrissent des cadavres, les poux, la souffrance des blessures, le spectacle de la mort de masse, le bruit, la tension des combats, les odeurs de putréfaction, le manque d'hygiène, de sommeil, de ravitaillement, etc. Dans chaque camp, on entretient la haine de l'ennemi, ce qui pousse certains hommes à se transformer en véritables bêtes sauvages au cours des combats. Et du coup, certains historiens ont voulu décrire ce phénomène et ils ont parlé de brutalisation. Le mot est écrit et expliqué à la page 110 dans la partie vocabulaire. Tout cela justifie la lassitude de certains soldats, ce qui en conduit certains à se mutiler. Ils se coupent par exemple le pouce ou ils se tirent une balle dans le pied pour ne pas retourner au combat. D'autres désertent. Enfin, certains se mutinent, c'est-à-dire qu'ils se rebellent contre les ordres donnés soit par les hauts gradés, soit directement sur le terrain dans les tranchées. Évidemment, l'état-major traite ces situations avec une extrême sévérité, n'hésitant pas à exécuter les mutins pour empêcher la contagion, pour impressionner en fait les autres soldats, pour que cela serve d'exemple. On peut comprendre que certains soldats n'en puissent plus quand on regarde la photo sur les mutilés et les blessés à la page 111 ou celle qui vient de s'afficher, on les appellera les gueules cassées
tous ceux qui sont blessés notamment au niveau du visage. Évidemment, la chirurgie esthétique n'était que balbutiante et on réparait les gueules comme on pouvait. Au début de la guerre, les armées d'invasion commettent des crimes. Par exemple, toute la partie de l'Europe passait sous le contrôle des puissances centrales. Ce qu'on appelle puissance centrale, c'est donc l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Donc, cette partie de l'Europe subit des formes d'occupation de plus en plus brutales, comme des exécutions, des déportations ou le travail forcé. Dans les zones de front, les civils souffrent des bombardements. C'est la première fois que les civils vont payer un si lourd tribut. On va dire que le métier, entre guillemets, des militaires, c'est d'être au front, de combattre et de risquer sa vie. Ce n'est pas la mission, le rôle d'un civil. Or, regardez cette photo de Péronne qui a été occupée par les Allemands, regardez l'état dans lequel est la ville, c'est un champ de ruines à la fin de la guerre. À l'arrière, les civils sont mobilisés pour l'effort de guerre. Les femmes compensent le manque de main-d'œuvre masculine. Elles travaillent, par exemple, à la fabrication d'obus. On les appelle des munitionnettes. Alors, c'est évidemment à la fois pour rappeler leur rôle, elles fabriquent des munitions, mais c'est aussi pour se moquer d'elles. Certains hommes, évidemment, voient toujours d'un très mauvais œil le fait qu'ils aient pu, à un moment ou à un autre, être remplacés par des femmes. Les populations souffrent des séparations, du deuil, mais aussi du rationnement. Regardez ce qui se passe à Berlin. On se rappelle la fameuse bataille du Jutland et la stratégie britannique du blocus pour affamer l'Allemagne, pour l'empêcher de s'approvisionner auprès de ses colonies, par exemple. Enfin, cette guerre est inédite, notamment pour le sort réservé aux Arméniens. Ce sera le premier génocide de l'histoire. Génocide, c'est une notion à maîtriser et qu'on réutilisera évidemment l'année prochaine en terminale. Qui sont les Arméniens? Une minorité chrétienne du nord de l'Empire ottoman. Depuis longtemps, le pouvoir les a perçus comme une menace et ils ont été massacrés, en partie, dès 1895. Or, pendant la Première Guerre mondiale, le pouvoir en place dans l'Empire ottoman, qui connaît un certain nombre de défaites, a besoin de boucs émissaires. Alors, on va rendre les Arméniens responsables des échecs militaires. Et on va organiser des massacres à partir d'avril 1915. Ils sont d'abord déportés vers les régions désertiques du sud pour être éliminés. Ainsi, les 2/3 de la communauté arménienne trouvent la mort dans ces massacres organisés totalement pour des raisons ethniques ou religieuses. Alors évidemment, à cette époque, on ne parle pas encore de génocide, le mot n'est pas inventé, mais une fois que le concept va être défini,
quand on va regarder ce qu'ont fait les Ottomans pendant la Première Guerre mondiale, eh bien on va qualifier ces assassinats de génocide, et ce, depuis 1973. Évidemment, la Turquie d'aujourd'hui, qui a hérité en partie de l'Empire ottoman, refuse ce terme de génocide et combat violemment, par les mots bien sûr, les pays qui l'accusent de ce génocide. Cela empoisonne notamment les relations entre l'Union européenne et la Turquie d'aujourd'hui.